Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau webinaire My Happy Job by Moodwork. Je suis Céline Tridon, la rédactrice en chef de My Happy Job et aujourd'hui on va parler de confiance, mais de confiance au sein du collectif, comment elle se crée, sur quoi elle repose, comment on l'enrichit. Et pour ça, j'ai 4 intervenants pour débattre du sujet et je vais laisser chacun se présenter. On commence avec toi, Alice. Oui, avec plaisir, merci. Moi, je suis ravie d'être là. Bienvenue à tous. Je m'appelle Alice Vivian. Je suis la fondatrice de Mojome. Et moi, donc, je suis conférencière et formatrice en gestion du stress, bien-être au travail et en activation des talents, on va dire en développement de soi, avec une spécialité dans ma manière de travailler qui est l'intelligence du corps. Donc, tête, cœur et corps, mais surtout la clé d'entrée par le corps. Voilà, c'est peut-être ce qui fait un petit peu ma différence sur ces sujets. Très bien. Ravie d'être là. Merci Alice. Candice? Oui, bonjour à vous et un grand merci pour cette invitation. Je suis aussi ravie d'être là avec vous. Alors moi, je dirige la société Reliance. Nous, notre cœur de métier, c'est vraiment d'accompagner les collectifs de travail vers leur meilleur épanouissement possible. Et donc, c'est-à-dire en fait arriver à travailler efficacement ensemble, donc avec des process clairs, organisés, mais sans s'entretuer. Donc avec le meilleur climat relationnel possible. D'accord, très bien. Merci Candice. Aurélien? Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je suis Aurélien Rothstein, je suis dirigeant d'engagement et performance. Alors nous, on est spécialiste de l'engagement et du développement des équipes qu'on fait au travers de coaching, de consulting et de solutions digitales. Très bien, merci Aurélien. Et enfin, nous avons Antoine. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis Antoine Courcoum, je suis psychologue du travail et ergonome chez Moodwork, qui est une application qui permet aux salariés d'améliorer la qualité de vie au travail, et aux entreprises d'améliorer les conditions de travail dans l'environnement professionnel, etc. Très bien. Merci Antoine. Et alors, on ne le voit pas, mais il y a aussi Nathan qui est présent pour vous aider dans le chat. Si vous avez le moindre souci, il est là pour vous accompagner. Et si vous avez aussi des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les partager dans le chat. On y répondra soit en cours de discussion, soit à la toute fin. On réservera un instant pour vos questions. Alors, donc, aujourd'hui, on disait qu'on va parler de confiance au sein du collectif. Je pense que le plus simple, c'est de commencer un peu par une définition. Qu'est-ce qu'on entend par confiance? Qui veut se lancer? Antoine, peut-être? Ouais, bien sûr. Ouais. Moi, je vais pas trop prendre de risques pour la définition. En fait, c'est que je me base beaucoup sur la théorie qui existe en psychologie. C'est Laurent Karsenty qui a travaillé sur la confiance en entreprise. Et pour lui, la confiance en entreprise, c'est un sentiment de sérénité qui va émaner au sein de l'entreprise, entre les acteurs, dans une situation donnée. C'est un peu complexe dit comme ça, mais finalement, en fait, lorsqu'on parle de confiance, ça va forcément s'orienter vers quelque chose de matériel ou immatériel. On va avoir confiance en ses collègues, que ce soit pour l'utilisation d'un outil ou donc ça c'est du matériel, ou pour réaliser une mission ou un but. Donc ça c'est plutôt de l'immatériel, donc forcément il va y avoir un impact derrière. C'est forcément lié à une notion d'espoir. Si on avait une certitude de résultat, on n'aurait pas besoin de confiance, en fait, on ne serait pas dans ces choses-là. Donc, il y a la notion d'espoir. S'il y a forcément une notion d'espoir, c'est qu'il y a une notion d'incertitude, une notion de doute. C'est important. Et ça possède aussi un caractère réciproque. Pourquoi? Parce qu'on va avoir tendance à faire confiance aux personnes avec qui on ressent quelque chose de familiarité, de manière générale. Alors, ce n'est pas forcément une familiarité dans le sens où on peut faire confiance à des personnes qu'on ne connaît pas plus que ça, puisque dans le cadre de travail, parfois on travaille avec des personnes qui ne sont pas directement nos amis, c'est normal. Mais dans leur comportement, dans leur manière de travailler, on retrouve des choses qui nous parlent. Et donc voilà, c'est ça qui fait qu'on va avoir une confiance. Donc finalement, derrière la notion de confiance, il va y avoir la notion d'incertitude, de familiarité et de réciprocité. D'accord. Donc un vrai lien avec les autres qu'il faut créer, j'imagine, qu'il y a un vrai lien de qualité. Quelqu'un souhaite prendre la parole? Candice, peut-être justement sur la nécessité de créer ces liens de qualité? Oui, avec plaisir.
Oui, une nécessité parce qu'effectivement, si on souhaite travailler à plusieurs, c'est quand même toujours plus agréable déjà pour son confort à soi personnel de travailler en confiance et pour le confort aussi des autres et pour atteindre en effet un résultat aussi parce que l'idée de travailler en fait en collectif et ensemble, c'est quand même pour œuvrer dans un sens commun et vers un objectif commun. Et pour moi, ça tient vraiment en 3 mots. Enfin, la confiance, c'est vraiment la cohérence. La cohérence, en fait, déjà avec soi-même, se mettre d'accord avec soi-même avant de se mettre d'accord avec les autres. Et ça inspire quand même déjà aussi pas mal confiance. L'exemplarité, c'est-à-dire faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait, pas forcément être parfait, hein, bien sûr, mais montrer au moins l'exemple si on a proposé quelque chose. Et l'ouverture, rester vraiment dans cette ouverture aussi de remise en question, par exemple, d'ouverture à l'échange. Et pour moi, c'est vraiment 3 premiers grands indicateurs, en tout cas, qui fonderaient le lien de confiance. Okay, très bien. Aurélien, est-ce que voilà, votre point de vue sur la question? Ouais, je vais pas répéter ce qui a déjà été dit. Pour moi, il y a 2 choses qui sont super importantes sur le sujet de la confiance. La première chose, c'est que, et j'aime beaucoup le titre du webinaire, comment recréer de la confiance au sein du collectif. Mais finalement, je me demande si c'est pas plutôt comment est-ce qu'on peut travailler sur le collectif pour générer de la confiance. La confiance, c'est vraiment une valeur émergente, comme dit Edgar Morin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la décréter, elle se crée parce qu'il y a un certain nombre de conditions qui existent et le collectif, le fait de créer vraiment ce sentiment d'appartenance, c'est un vrai levier de création de la confiance. Le deuxième point qui me semble important, c'est la contagiosité. C'est-à-dire que si j'ai confiance en mon collègue, il va avoir confiance en moi et il va pouvoir lui-même faire confiance à son équipe, etc., etc. Et ça va créer de la confiance dans la stratégie de l'entreprise. C'est contagieux. Et c'est là aussi où je fais le lien avec le collectif, c'est-à-dire qu'on peut réellement s'appuyer sur le collectif pour diffuser la confiance au sein d'une organisation. D'accord. Donc, c'est une idée de responsabilité partagée, n'est-ce pas, Alice, peut-être? Vous souhaitez… Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'en fait, on peut en parler du point de vue de l'individuel qui a un impact sur le collectif ou ce que vient de faire Aurélien, le collectif, ce qui va avoir un impact sur l'individuel. Et en fait, je pense que c'est des responsabilités mutuelles à un moment où le terrain, j'appelle le terreau de confiance, se cultive, se crée, se développe. Et pour créer ce terreau, en fait, ça part d'un engagement individuel, je crois aussi, de dire je vais, moi, favoriser ce lien de confiance, je vais prendre soin de la relation que j'ai avec les autres. Et puis, il y a un engagement, j'ai envie de dire aussi, peut-être des managers d'équipe, à un moment, de prendre soin de ce collectif. Et il y a le collectif en lui-même qui a une vie en tant que collectif où à travers des rituels, à travers une culture d'entreprise, à travers des choses qu'on fait, on va prendre soin de ce collectif. Donc moi, j'aime bien cette notion de prendre soin de la relation parce que je pense que pour prendre soin de la confiance, ça passe par prendre soin de ces liens qui nous réunissent. Et c'est une responsabilité partagée et je pense que c'est important de le repréciser dans ce que vous avez dit, effectivement. D'accord, donc ça veut dire qu'en fait, ça ne dépend pas que des managers. Ah bah, j'espère que non, sinon, déjà les pauvres, ils ont déjà tellement de stress sur leurs épaules. Et je pense que c'est intéressant. Les managers, bien sûr, ont un rôle essentiel à jouer dans cette cohésion d'équipe, dans favoriser la bonne communication, parce qu'on va en parler, je pense, mais la communication, le dialogue est essentiel pour créer de la confiance. Mais il y a un moment où chacun individuellement aussi, on s'engage à développer cette confiance mutuelle. Hein. Donc, elle est bien sûr partagée, cette responsabilité. Et c'est bien. D'ailleurs, peut-être Céline, si je peux rebondir sur ce qu'Alice a dit. Oui, je partage complètement ce qu'Alice dit, effectivement. Et
peut-être pour vous donner aussi un indicateur, une illustration peut-être concrète de ça, moi j'ai posé la question en fait à mes salariés de leur dire concrètement qu'est-ce qui fait que vous avez confiance en moi. Et donc, elles m'en ont sorti 22 des indicateurs. Donc, je ne vais pas tous vous lister aujourd'hui. Mais justement, le premier indicateur qui était ressorti, c'était parce que tu nous as d'abord fait confiance, alors on t'a fait confiance. Et cette réciprocité-là a été vraiment la plus importante. C'est d'abord donner pour recevoir, qui a été le vecteur de confiance principal en réalité. Voilà, c'était juste pour donner une illustration concrète. Donc ça, c'est la première étape, donner pour recevoir. Ensuite, voilà, chacun, quels seraient selon vous les leviers d'action pour pouvoir, si on rentre un peu plus dans le détail, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la confiance, comment la soigner, l'enrichir? Je peux répondre. Yes. Nous, on a une conviction très forte, c'est que la confiance, ça se décrète pas et que c'est pas forcément facile à initier dans un groupe parce qu'il y a énormément de paramètres qui peuvent jouer, l'histoire de l'équipe, la sécurité psychologique qui règne au sein de l'entreprise et au sein de l'équipe. Enfin, il y a énormément de choses. Et nous, on est convaincus que c'est au travers de l'action que va se créer la confiance. Et l'action, c'est pas n'importe quelle action, c'est une action qui consiste à réellement travailler sur le collectif. Donc il y a plein de manières de travailler sur le collectif. On peut travailler sur les compétences collectives. On peut travailler sur des rendez-vous engageants pour que l'équipe continue à se fédérer, à se souder. On peut travailler sur des rituels, ça a été dit tout à l'heure. On peut travailler sur énormément d'aspects qui vont permettre de développer le collectif dans la durée. Et la confiance va émerger de ce travail-là. Voilà, ça c'est notre conviction. Je crois qu'on peut vraiment parler de culture du collectif. Et c'est ce travail-là qui va faire émerger la confiance et pas l'inverse, contrairement à ce qu'on peut entendre souvent. D'accord, très bien. Antoine, tu as Ouais. Aurélien, je trouve la réponse assez exhaustive sur les relations, mais par contre, je rebondis sur ce qu'il disait à la fin, et je suis complètement d'accord avec ça, parce qu'on parle souvent de relations de confiance et de climat de confiance. Il faut bien distinguer ces deux notions. Le climat de confiance, quelque chose qui va être instauré dans l'entreprise, qui peut faire partie un peu de sorte de culture d'entreprise, c'est basé sur l'environnement finalement. Ça va être des pratiques professionnelles cohérentes, ça va être l'installation de valeurs qui vont avoir des valeurs de confiance, des règles, des normes qui vont être respectées. Ça va être une organisation spécifique avec des rôles où chacun va savoir ce qu'il fait, quelle est sa place, quel est son positionnement. Donc, on va bien avoir un environnement qui va générer de la confiance. Mais effectivement, et c'est ce que disait Aurélien, et je suis complètement d'accord avec ça, cet environnement ne va pas certifier des relations de confiance puisque, il est complètement d'accord, je n'ai pas besoin de rajouter grand-chose, mais c'est les faits, c'est les actions et les faits et la compétence derrière qui se cache derrière ces faits qui vont générer la confiance. Donc, ce n'est pas suffisant d'avoir uniquement une culture de confiance et celle-ci peut se casser en fait si dans nos relations, on ne génère pas suffisamment de résultats, mais en tout cas de faits qui vont dans ce sens. Donc, quelles actions alors exactement? Qu'est-ce qu'on justement? Il est beaucoup question d'action. Voilà, concrètement, ça va passer par quoi? Ça va passer par quoi? C'est pour moi la question? À tout le monde. Ça va passer par les faits vont se passer par déjà des résultats, un sentiment de valorisation, un sentiment de compétence entre les personnes avec qui on travaille. Il va y avoir aussi dans la manière dont on va échanger une forme d'intégrité, une forme de bienveillance dans la mise en place de ces relations-là. Après, dans la relation manager, pas forcément que dans la relation manager-manager, parce que la reconnaissance peut être aussi horizontale, mais une forme de reconnaissance. Alors, pas forcément une reconnaissance basée sur les résultats, parce que on peut échouer. On ne va pas forcément ne plus faire confiance à quelqu'un qui a échoué, parce que ce serait une erreur. Mais en tout cas, une reconnaissance de l'investissement. Quand on parle de reconnaissance, il y a 4 formes de reconnaissance. On a la reconnaissance des résultats, il y a également la reconnaissance de l'investissement, la reconnaissance de la manière de travailler, la pratique du travail, et la reconnaissance de la personne, forme de respect quelque part. En pratiquant ce type de reconnaissance, en l'affichant, donc par des faits, on va générer également de la confiance.
par exemple, et le manager peut également expliquer ses objectifs lorsqu'il veut générer de la confiance dans ses équipes, mais pratiquer l'exemplarité, je trouve que c'est quelque chose qui a été dit tout à l'heure, je ne sais pas si c'est Alice ou Candice qui en avait parlé. C'est une manière également de mettre en place ces situations de conflit-là et de montrer concrètement, factuellement, que par des faits, je montre que j'agis comme ça et donc une confiance se crée. Je n'ai pas une liste exhaustive à donner, on va dire, mais déjà, ces points-là sont, je pense, intéressants à mettre en place. Et notamment, ça passe par le dialogue. Je crois que Alice, tu l'avais mentionné aussi tout à l'heure. Oui, pour moi, alors je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, hein, bien sûr. Favoriser l'écoute, le respect et une manière de travailler ensemble, ça pour moi, c'est encore une fois les conditions, le terreau propice à ça. Et je pense que de façon très concrète, ça doit forcément, si on veut prendre soin de la relation, passer par la communication. Et moi, souvent, ce sur quoi j'insiste, c'est qu'on se rend compte dans les communications, dans les équipes, on est beaucoup sur le quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? On est sur les plans d'action, on fait des réunions, c'est tac, 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 on enchaîne, et on n'est pas sur le comment. Ça veut dire, à un moment dans une équipe, peut-être entre nous, se dire comment on travaille, quels sont finalement les besoins. Alors, je crois, Candice, tu parlais de ça tout à l'heure, mais quels sont les besoins pour que moi, personnellement, je me sente en confiance? Est-ce que c'est de la clarté sur ma mission, de la clarté sur ta mission? Est-ce que mes besoins, c'est qu'on se retrouve de façon informelle tous les vendredis pour aussi parler d'autre chose que du travail? Et en fait, je trouve que ça nécessite d'avoir des vrais temps et des vrais espaces de parole sur le comment on prend soin de la relation. Donc voilà, donc ça pour moi, c'est un dialogue qui est essentiel et qui est vraiment sur le comment et sur du coup l'écoute des besoins de chacun. Parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas tous les mêmes besoins pour être en confiance. Et à partir du moment où on a dit ça, effectivement, si j'entends les besoins de l'autre, encore une fois, moi, je m'engage à favoriser ce qui le met en confiance. Donc, je pense que le dialogue, il est essentiel et ça veut dire donc être dans une forme d'authenticité, de respect, d'écoute. Et ça, c'est des compétences qui sont aussi des compétences individuelles à aller travailler. Donc, je reviens à l'individu, c'est qu'il faut ces compétences clés de savoir-être, de communication non violente, d'intelligence émotionnelle. Il faut que chacun aussi puisse travailler aussi là-dessus. Donc ça, c'est la partie individuelle, je pense, qui est importante dans le collectif. C'est que ça part d'abord de l'individu pour ensuite rayonner sur le collectif. Aussi. Très bien. Je pense. Et ces temps de parole, du coup, comment on les crée? Est-ce que ce sont des choses qui doivent être structurées? Est-ce que ça relève de l'informel? Alors moi, rapidement, puis je laisserai les autres parler. Moi, je pense qu'on a parlé de cette notion de rituel. Je trouve ça important dans une équipe et dans une culture de la confiance, effectivement, d'avoir des rituels. Ça veut dire peut-être que notre réunion du lundi matin, il y a un vrai temps de parole sur le comment on va et comment on a envie d'être. Peut-être que c'est des choses plus informelles. En tout cas, il faut qu'il y ait une vraie volonté marquée à un moment du management sur l'importance de ces temps. Ça veut dire que je sais que dans la direction que donne ma direction, mon manager, j'ai compris que c'était important qu'on s'exprime là-dessus. Si c'est que de l'informel, ça ne sera pas assez apparent et peut-être pas assez valorisé. Il faut que ça soit un temps qui, à mon avis, doit être clair, marqué, récurrent, en plus de l'informel qui, bien sûr, est très important. Bien sûr. Merci. Aurélien, Candice, vous souhaitez réagir? Oui, avec plaisir. En fait, pour compléter effectivement ce que dit Alice, pour rester en fait dans des illustrations très pratico-pratiques et concrètement comment ça se passe quand on est en situation sur place en entreprise, c'est effectivement la question du comment, parce que personne n'a en effet les mêmes besoins pour la confiance, mais c'est aussi la question d'aller questionner le ressenti, c'est-à-dire est-ce que là comment, par rapport à telle situation par exemple, comment est-ce que c'était pour toi, qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que tu as ressenti et comment est-ce que finalement tu as pu interpréter les choses, voir les choses, est-ce que ça t'a questionné, heurté, enthousiasmé, dérangé, etc. Et ça, c'est des vraies questions, je pense qu'il faut aussi vraiment se poser au fur et à mesure sur la question du comment, donc les moyens de le faire, la question aussi de l'ouverture, donc du moment, de la disponibilité, est-ce que c'est le bon moment ou pas, parce que c'est pas entre deux portes comme ça qu'on se pose ce genre de questions. Et il y a la question aussi du ressenti très concrètement. Et ce que m'avait partagé en fait une de mes collaboratrices, c'est qu'elle me disait
un des indicateurs qui nous donne confiance, c'est aussi que tu nous dis parfois ce que tu imagines, en fait, ce dont on aurait besoin, en fait, d'entendre, même si ce n'est pas forcément toujours évident pour toi. Je vous donne un exemple. En cas de gestion de projet, par exemple, en interne chez nous, qui est assez stressante et qui prend beaucoup de temps et de place, je vais devoir, en fait, aussi accompagner les résistances de l'équipe, accompagner les peurs, les doutes dans la conduite du changement, et en plus accompagner les miennes propres. Mais plutôt que de toujours partager les miennes, j'ouvre aussi à ce que l'équipe puisse aussi partager les siennes. Et cette notion de réciprocité et d'ouverture, de comment c'est pour toi, qu'est-ce que ça te fait, etc. C'est aussi ça qui fonde la confiance, parce qu'en fait, on vit les mêmes choses et on se donne l'autorisation de vivre les mêmes choses. Et voilà, et le dernier point que je voulais partager sur ça, pour rejoindre aussi ce qui était dit, c'est que, en effet, ça demande une vraie compétence. En fait, c'est là où le rôle de manager, en fait, prend sa place, et à côté de la personnalité, c'est-à-dire même s'il y a des choses qui sont parfois difficiles pour moi en tant que personne, parce que c'est heurtant d'entendre telle résistance par rapport à une super idée novatrice que je peux avoir, mon rôle de manager est aussi toujours de garder cet espace d'ouverture et de rester dans le dialogue, en fait, même si Candice peut en être heurtée. Enfin, je ne sais pas si c'est clair, mais… Si, tout à fait. Aurélien, tu souhaites Oui, je voudrais rajouter deux choses. La première chose, c'est qu'effectivement, la notion de dialogue est importante, mais je pense qu'on peut même aller plus loin, c'est-à-dire qu'il faut, je pense, casser le dogme comme quoi le manager est le seul responsable de ce qui se passe dans une équipe. Et c'est très implanté, c'est beaucoup dans la culture, et donc le manager et son équipe doivent dépasser ce dogme-là et trouver des moyens de parler, comme le disaient Alice et Candice, de leur propre fonctionnement, du comment, sans que ça soit un sujet tabou. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on parle de confiance, d'esprit d'équipe. Enfin, on a beaucoup de concepts un peu fumeux, mais fumeux pas au sens où ils ne valent rien, mais très intangibles. Moi, je suis convaincu qu'il faut décliner ça en comportements extrêmement concrets. Donc nous, on a développé un modèle avec 24 compétences et des collectives et des comportements qui vont en face. Et c'est en allant diagnostiquer ces compétences-là, en allant véritablement mettre en place des actions en face de chacune de ces compétences, qu'on va, travailler sur des choses concrètes. Je vous donne un exemple, le feedback. Au début, quand on commence nos ateliers sur le feedback, les gens n'osent pas trop se parler, surtout s'ils n'ont pas l'habitude de le faire. À la fin de l'atelier, ils se sont dit des choses qui génèrent de la confiance. Ils se sont entraînés à se donner du feedback. Et ces sessions-là, très concrètes sur des comportements avec des techniques très précises, vont générer de la confiance. Voilà. Donc, je pense qu'il faut revenir à du basique, à du comportemental. C'est la seule manière d'avoir un impact réel sur la confiance dans le collectif. Et surtout aussi, j'imagine, la confiance, ça se travaille sur le long terme. Il ne faut pas croire que c'est du one-shot. Et voilà, on fait une réunion, on fait un feedback et ça y est, on pense que tout est réglé. Non, c'est quelque chose qui doit être vraiment soigné au quotidien. C'est pour ça que je parlais d'entraînement. Hein. Les sportifs s'entraînent, mais c'est vrai que dans l'entreprise, on s'entraîne jamais. On est toujours, on joue le match en permanence. Se donner des moments d'entraînement, se donner des moments où on peut parler du comment, comme on disait tout à l'heure, c'est essentiel. Hein. Il faut se sacraliser des moments pour le faire. D'accord. On a Sarah qui intervient dans les questions et qui nous pose cette question. Comment faire quand un collaborateur a totalement perdu confiance en son manager, voire en certains collaborateurs aussi? Qui souhaite répondre? Ah. Oui, non, moi je pense effectivement, pour répondre à Sarah, que non, ce n'est jamais trop tard pour la confiance. Ce n'est pas parce qu'en fait elle s'est fragilisée à un moment qu'elle est complètement rompue ou brisée, enfin, sauf cas extrême bien sûr de scénario catastrophe. Et dans ce cas, il peut y avoir d'autres
méthode pour y répondre, par exemple, de faire une médiation entre les personnes qui sont en conflit ouvert et armé. Mais avant ça, c'est surtout en fait de reprendre la qualité du lien et justement d'aller questionner ça, c'est prendre soin de la relation, de se dire qu'est-ce qui fait là aujourd'hui qu'il y a une fragilité du lien ou qu'il y a une rupture quelque part. Qu'est-ce qui concrètement a fait ça? Quel mot, quel fait, quelle situation? Et parfois, ça ne tient qu'à une chose, dans le sens où on s'est fait heurter par un événement et derrière, on a tendance parfois à généraliser toute la relation alors que c'est un segment du lien et pas forcément l'ensemble du lien. Voilà, et c'est en ça qu'au risque de décentrer peut-être un petit peu le débat, mais c'est pour mieux y revenir, mais on parlait en fait de la confiance individuelle et aussi de la responsabilisation en fait, et je partage tout à fait ce que dit Aurélien, bien évidemment, parce que ce n'est pas l'apanage du manager ou du dirigeant d'instaurer cette confiance, et que la réciprocité est tout aussi importante en fait, encore une fois, et que les collaborateurs doivent aussi pouvoir montrer certaines questions en disant et toi, manager, qu'est-ce qui fait que tu aurais confiance en nous finalement? Mais je pense que en fait, c'est la confiance aussi en soi et en ses capacités. Plus on a confiance en soi et en ses capacités, plus ça engage aussi l'autre peut-être à vouloir créer ce lien de confiance. Et donc, quand il y a rupture ou fragilité, pour se dire, OK, là, qu'est-ce qui s'est concrètement passé et de quoi tu aurais besoin pour restaurer le lien, dans quelles conditions en fait. D'accord. Candice, c'est bon. Candice, vous nous entendez? Oui, je vous entends, oui. Est-ce qu'on peut parler de diagnostic du lien de confiance, justement, au sein d'un collectif? Est-ce qu'il faut juger de sa qualité à un moment donné pour voir si, en effet, il y a des choses à faire pour l'améliorer, par exemple? Qui souhaite répondre? Aurélien? Nous, comme je l'ai expliqué, je ne vais pas réexpliquer, mais on diagnostique plutôt les collectifs que la confiance elle-même, parce que la confiance n'est pas forcément mesurable ou facile à délimiter, j'allais dire. Je pense que par rapport à la question qui a été posée, je pense qu'il faut aussi revenir à cette notion de sécurité psychologique. C'est-à-dire que si le collectif a déjà travaillé cette notion de sécurité psychologique, chacun se sent à l'aise pour prendre des risques relationnels. Et la confiance, c'est un risque relationnel. C'est-à-dire que je mets en jeu la confiance que j'ai en toi et ça veut dire que je suis prêt potentiellement à abandonner le contrôle de certains aspects de notre relation. Et si l'équipe n'a jamais travaillé sur cette sécurité psychologique, je pense que c'est extrêmement dur d'avoir cette discussion-là. Donc, je fais un peu une réponse de Normand, mais ça dépend du travail qu'a déjà fait l'équipe en fait sur cet aspect-là. Il y a des équipes où ils n'ont aucun problème à se dire la confiance que j'ai en toi s'est émoussée, il faut qu'on retravaille là-dessus. Il y a des équipes où ça ne leur viendrait même pas à l'idée. Ouais. Et peut-être pour compléter ça, si je peux me permettre, c'est la question de la maturité aussi de chacun des collectifs, parce qu'on peut avoir une maturité sur l'un ou l'autre sujet, par exemple, je ne sais pas, sur choisir où est-ce qu'on va manger pour le repas de Noël. Par contre, quand il s'agit d'aller discuter des salaires, là tout de suite la maturité peut être un peu différente. Et c'est ça, et c'est tout à fait OK, mais c'est au moins juste de pouvoir se le dire. Et Gwenaëlle dans le chat demandait est-ce qu'il y a d'autres sujets à travailler sur la confiance au-delà des feedbacks. Oui, effectivement, il y a la question peut-être de la transparence, de se dire, voilà ce qui est en train de se passer pour moi. Qu'en est-il aussi pour toi de ton côté? Ça peut être aussi la transparence sur des process, sur des façons de travailler, des façons de faire. Mais ça peut être en fait aussi sur le droit à l'erreur, effectivement, de désacraliser le droit à l'erreur en se disant, ok, c'est comme ça et c'est vraiment effectivement pas du tout grave. Et c'est aussi peut-être le fait de se dire que de rester juste et intègre dans ce qu'on dit, mais tout ça, ce sont des clés de communication plutôt en fait. Et la confiance semble plutôt une conséquence de bonnes clés de communication en réalité. Ouais, pour rebondir, si je peux me permettre, pour rebondir sur ce que dit Candice, je suis complètement d'accord avec ça. Par exemple, si on prend les travaux de Heisenberg sur
dans la communication non violente, il estime que la confiance est un besoin. Donc, en fait, la confiance, ce n'est pas une demande. On ne demande pas une confiance. On a besoin de confiance. J'ai besoin de confiance. Après avoir énoncé les faits, je ne vais pas forcément expliquer. Si, je pourrais, en fait. La communication non violente, au final, on va définir les faits pour s'exprimer de manière assertive, s'exprimer en assumant vraiment, en étant ni agressif ni passif, en vraiment assumant sa position et en défendant notre besoin. On va arriver en présentant les faits, présentant notre émotion, présentant un besoin, se cache derrière l'émotion, et ensuite une demande. Et la confiance ne se positionne pas en demande. La confiance se positionne en besoin. Et c'est à travers des actions, un retour, un feedback, peu importe, que se traduit une demande. Donc, je rejoins totalement ce que dit Candice sur l'idée que c'est pas, on ne demande pas confiance. La confiance s'associe à une demande autre. Et c'est à travers ça qu'on l'obtient quelque part. D'accord. Alice, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, non, mais je partage tout ça. Effectivement, ça parle beaucoup de communication et de dialogue. Alors que ce soit la communication non violente ou il y a d'autres méthodes en fait qui favorisent cette bonne communication. Et on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire que les équipes n'ont pas le même niveau de maturité par rapport à cette facilité de communiquer à l'autre ses besoins. Et juste le petit point que je voulais dire, c'est que par rapport à la question qui a été posée de quand vraiment j'ai plus confiance en mon manager ou un collaborateur, il y a des moments où on se sent un peu coincé. Et je pense que là, il faut aller demander peut-être du soutien. Et c'est pas évident, mais ça peut être des gens qui font de la médiation, ça peut être des consultants en communication violente, ça peut être un autre collaborateur, ça peut être un autre manager, ou c'est dire à un moment trouver un espace où on peut dire ça va pas, il y a quelque chose là qui est un vrai blocage. Parce que là, on parle beaucoup de favoriser cette confiance et de ce que j'appelais le terreau, hein, mais je pense qu'il y a aussi des moments où il y a des cailloux dans la chaussure. Ça veut dire qu'il y a des points de blocage dans les équipes. Et ça, pour moi, c'est encore d'autres actions. C'est quand vraiment il y a des points de blocage qui sont des fois inconscients. Hein. C'est comment on peut essayer, ça c'est de la systémique, mais comment on peut essayer de faire émerger ces blocages pour essayer de trouver des solutions. Et c'est vrai que moi, je travaille pas mal avec des constellations, par exemple, ou avec des choses comme ça. On va représenter dans l'espace les liens qu'on a. Pourquoi je ne me sens pas soutenue. Et en fait, en faisant jouer les corps et les représentations, on va faire émerger l'invisible. Parce que la relation, il y a une grande partie en fait qui est invisible. Donc, je pose juste ça là, mais je dis qu'il y a, en fait, il y a des façons de se faire aussi accompagner dans des méthodes à la fois individuelles, où j'ai besoin d'exprimer mes peurs, mes difficultés de communication, et aussi d'accompagnement du collectif, qui sont intéressantes quand vraiment on sent qu'il y a des points de blocage et qu'on a du mal à l'expliquer. Voilà. Donc, c'était ça aussi que je voulais dire dans les accompagnements qu'on peut faire de ces collectifs. Ça ne se fait pas forcément tout seul. Voilà. Ils ont besoin de faire appel aussi à de l'extérieur. Et quels peuvent être ces points de blocage? Est-ce qu'on peut les identifier ou est-ce qu'il faut justement les identifier pour pouvoir les résoudre? Alors, tout l'objectif de travailler sur de la systémique, c'est de dire en fait, dans un système, dans une équipe, je crois que c'est Aurélien qui parlait de ça, mais typiquement, si moi j'arrive et je prends le poste de quelqu'un qui a été licencié de façon un petit peu compliquée, en fait, j'arrive déjà dans un poste qui a une histoire. Et ça ne m'appartient pas, mais j'arrive là-dedans. Et donc peut-être qu'il y a déjà une manière d'être avec moi qui va être un peu agressive, je ne vais pas comprendre pourquoi, peut-être. Et donc, oui, c'est intéressant d'aller voir, en fait, quand il y a un point de blocage, ce qui appartient à la personne, ce qui n'appartient pas, dans quelles conditions je suis arrivée, qui était là avant moi, d'aller voir les événements je crois que c'est Candice disait ça tout à l'heure, pour dire, voilà, on va aller voir là où ça bloque et on va échanger dessus, essayer de trouver des solutions. Parce que finalement, peut-être que c'est des choses qui peuvent se solutionner assez rapidement. Mais il faut pouvoir aller mettre le doigt dessus. Et il faut avoir du coup du courage aussi d'aller voir. Parce que souvent, on ne voit pas. On n'a pas envie de voir. Mais ça demande aussi du courage des équipes et individuellement à se dire, bah là, il y a quelque chose qui bloque, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Donc, il faut aller faire apparaître cet invisible pour aller démasquer le problème et bien sûr aller le traiter. D'accord. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a une notion aussi de progression, tous ensemble, en fait, à travailler ainsi avec l'autre? Oui, je peux rebondir là-dessus. Je pense qu'il faut...
on peut aussi dédramatiser ce sujet de la confiance. C'est-à-dire que il peut très bien y avoir des dysfonctionnements dans une équipe tout en ayant de la confiance. On peut faire confiance sur un sujet et pas sur tout. La confiance n'est pas forcément absolue. On peut aussi ne pas mélanger confiance et amitié. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir confiance en quelqu'un qu'on n'apprécie pas. Et au contraire, c'est souvent de ces personnes-là dont on va le plus apprendre. Et donc l'idée de voir l'autre comme une source, une ressource, une source d'apprentissage, un partenaire, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, je pense que ça permet aussi de dédramatiser le sujet, notamment dans les collectifs de travail où on ne demande pas à tout le monde d'être super amis. Et ça peut permettre aussi de voir le sujet de la confiance comme quelque chose de beaucoup plus accessible, plutôt que comme un idéal qu'on n'atteint jamais. Oui, c'est vrai qu'on avait commencé la conversation en définissant ce qu'était la confiance. Au final, c'est vraiment une notion qui appartient à chacun, j'ai envie de dire. On l'a aussi abordé au cours de l'échange, c'est assez flou, mais peut-être toute la difficulté est là, c'est que chacun va avoir sa propre interprétation de la confiance. Oui, en réalité, en fait, je pense que la confiance est aussi très reliée à son référentiel de valeurs et à sa vision du monde. Et en fait, on a peut-être plus facilement confiance en quelqu'un qui, par son comportement, par ses réactions, par ses réponses, rejoint notre propre référentiel en se disant « Ah, ça, c'est une belle personne. Ah ben, j'aurais fait pareil qu'elle. » Bah oui, c'est sûr qu'on a plus tendance à suivre en fait des personnes qu'on rejoint sur son système de valeurs en réalité. D'accord. Antoine, tu voulais ajouter quelque chose? Je suis d'accord avec tout ce qui se dit. Je rejoins complètement ça et j'apprécie aussi le fait qu'on n'en fasse pas non plus trop sur ces confiances. Par exemple, les auteurs qui estiment que quand il y a une perte de confiance, ça peut arriver, mais qui est juste et qui est objective et qui en fait est mutuellement reconnue. Je donne un exemple précis. Admettons, un poste se libère dans l'entreprise. Il y a 3 candidats qui appartiennent au même service à ce poste-là. Ils ont carrément l'habitude de travailler ensemble, ça fonctionne bien de base. Mais forcément, là, ils sont en compétition. Donc, automatiquement, sur les missions, chacun va vouloir montrer le mieux pour obtenir ce poste. C'est normal. Admettons, les règles sont clairement définies. On n'est pas sur du copinage ou quoi que ce soit. Donc, on est vraiment dans un environnement sain, un climat de confiance plutôt habituel, avec une justice organisationnelle qui fonctionne bien. Quand même, dans ces situations-là, on aura forcément une dégradation de confiance. C'est inévitable, entre guillemets, mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Et dans cette situation-là, il ne faut pas forcer plus que nécessaire à générer de la confiance, parce que ça va paraître faux, en fait, tout simplement. On va pas... Personne ne se ment comme ça. On va plutôt justement agir, il faut plutôt essayer d'agir sur les relations liées à la tâche. Alors là, on aura possiblement des conflits ou des choses comme ça, mais il faut s'orienter vraiment sur la mission, les objectifs de la mission, se concentrer sur les tâches. Et si le manager doit avoir, une chose à faire là-dessus, il ne va pas forcément travailler sur la confiance, il va plutôt travailler sur les bonnes mises en relation, les bonnes informations communiquées, une transparence sur ce qui se passe. La justice organisationnelle, c'est un sujet qu'on abordera mardi prochain, pour bien démontrer comment les choses se font. Être dans la pratique du travail, il va exprimer énormément de comment ces choix sont faits, comment les relations sont mises en place. Et une fois que la situation a évolué, et que du coup on retrouve un climat, on va dire, un peu plus apaisé, quoique peut-être qu'il y aura qui seront déçus, peu importe, mais c'est là où on va retravailler sur la notion de confiance, parce que la notion de confiance va quand même générer davantage de cohésion, c'est souvent le cas. Mais voilà, c'est typiquement, par exemple, pour donner un exemple concret, une situation où ce n'est pas nécessaire de se focaliser sur la confiance. Ce serait un coup d'épée dans l'eau de le faire en tout cas. Oui, parce que là, tu parles de cohésion, mais c'est vrai que dans cette cohésion, après, chaque individu va avoir des besoins aussi et des attentes qui lui seront propres. Oui. Tout à fait. Ouais. Et l'inverse est vrai aussi, d'ailleurs, c'est-à-dire que même en cas de conflit, la confiance peut aussi rester là.
C'est-à-dire qu'on peut tout à fait être en conflit avec quelqu'un, mais sans que la confiance soit rompue en réalité. Et c'est d'ailleurs un petit peu tout le paradoxe, parce qu'on a le sentiment que c'est soit l'un, soit l'autre, alors que ça peut être l'un et l'autre. Et c'est ça qui fait la richesse de la vie d'un collectif aussi. Et c'est toujours en fait ce même moyen de prendre soin du lien, et que c'est tout à fait OK qu'on soit dans des périodes d'irritation relationnelle à un moment dans la vie d'un collectif. Enfin, c'est normal, des fois on se dispute, des fois ça va moins bien, etc. Là, c'est pas parce qu'il y a confiance que tout est toujours rose. Et en fait, en effet, je rejoins assez ce côté dédramatiser, de se dire ok, bon ben, on se fait confiance, on y va. Des fois, ça se passe pas toujours bien, des fois on se trompe, mais on y va quand même. Et en fait, je pense c'est vraiment, je vois comme une bulle en fait à dégonfler, et de se dire ben, qu'est-ce qui nous relie les uns et les autres, ben, c'est l'objectif commun, c'est ce pour quoi on travaille, c'est notre mission en fait dans l'entreprise ou dans le service ou les clients qu'on accompagne. Et voilà, et souvent de revenir en fait au but commun nous permet aussi de nous rejoindre sur la confiance, même s'il y a conflit ou autre. Donc revenir au but commun et donc en fait pouvoir bénéficier des bénéfices, enfin voilà, de la confiance du collectif. Quels vont être justement ces bénéfices? Ça va être quoi? Une meilleure performance, une meilleure, je veux dire, un meilleur bien-être au travail? Par quoi ça peut se traduire? C'est tout ce qui va fluidifier les relations au sein d'une équipe. Les réponses sont infinies. Quand même, pour rebondir sur ce que disait Candice, je pense que c'est juste, et Antoine d'ailleurs, c'est justement quand la confiance est au plus haut et que, on va dire, l'équipe fonctionne bien, que c'est là qu'elle doit travailler sur les réflexes sains qui vont faire que quand il y aura un coup dur, finalement, on va se raccrocher à ces réflexes. Il y avait dans le chat quelqu'un qui demandait un autre exemple que le feedback, l'exemple de l'entraide, savoir se demander de l'aide dans une équipe, c'est pas inné, tout le monde n'y arrive pas, on doit s'entraîner à le faire. Et quand ces réflexes sont là, bah derrière, le jour où il y a un petit couac, la confiance n'est pas émoussée, et si elle l'est, on sait s'en parler. D'accord, très bien. Et en fait, si moi je peux compléter ce que dit Aurélien aussi, effectivement, c'est intéressant de se dire que c'est justement parce qu'il y a de la confiance dans l'équipe, comme dans une relation peut-être familiale ou amicale qui est forte, on peut s'engueuler, on peut ne pas être d'accord parce qu'il y a de la confiance, il y a cette solidité dans la relation. Et en fait, ce qu'on construit, c'est la solidité de la relation qui fait que le jour où on n'est pas d'accord, on va pouvoir débattre. J'ai pas peur de perdre l'autre personne. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, je crois que vous êtes plusieurs à l'avoir dit, mais derrière la notion de confiance, il y a la notion de sécurité. Et comment je me sens en sécurité avec sa personne, comment je me sens en sécurité avec mon poste. J'ai pas peur de perdre la relation, j'ai pas peur de perdre mon travail, j'ai pas peur peut-être d'être mal accueillie, dévalorisée par rapport à qui je suis en fait. Donc, si je me sens en confiance, c'est que je me sens valorisée, accueillie avec qui je suis au sein de ce collectif. Donc, en fait, c'est ça. Et donc, si je me sens en sécurité, je vais pouvoir aller innover, créer, challenger, dire à l'autre que je ne suis pas d'accord. Et donc, je rejoins complètement ce que disait Aurélien, c'est qu'en fait, c'est comment on renforce les liens pour pouvoir aller explorer en fait notre manière aussi de fonctionner, comment on pourra pouvoir un peu se challenger. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Et moi, dans mes méthodes, je commence toujours par la question de la gestion du stress individuel au service du collectif. Parce que si je suis dans un stress, si je suis dans une peur, je ne peux pas me connecter à l'autre, en fait. Une grosse partie de mon cerveau est complètement inhibée. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'aller chacun regarder les peurs qu'il y a derrière. Pourquoi je ne vais pas exprimer aussi mon mécontentement, pourquoi je ne vais pas exprimer ce que je ressens, pourquoi, voilà. Donc voilà, donc je trouve ça intéressant de se dire, en fait, pour construire ces bases très solides et pouvoir aller explorer, et c'est la question que tu posais sur les bénéfices de la confiance. Les bénéfices, c'est de dire, on est serein, on est efficace, c'est fluide, on peut faire ensemble avec qui on est. Mais ça demande du coup d'aller chacun explorer peut-être les stress et les peurs qu'il y a derrière pour retrouver cette sécurité, toujours cette base, ce socle de confiance.
Voilà, Tu juste ce que parlais je voulais rajouter. de solidité, pardon, de la relation. Comment ça se passe dans une équipe où il peut y avoir du turnover, par exemple? Ah, très bonne question. Mais justement, je pense que c'est tout l'enjeu de l'onboarding, de l'offboarding, de tous ces sujets d'intégration au collectif. Et surtout en ce moment, c'est vraiment, vraiment un sujet important. Il y a beaucoup, beaucoup de désengagement, il y a beaucoup de personnes qui partent. Et donc, ce qui est intéressant, c'est si on a créé déjà cette culture de la confiance avec des rituels, la personne qui arrive dans une équipe, il faut vite, en fait, l'intégrer à ces rituels, à cette culture de l'écoute, du respect. On a appris à faire des cercles de parole avec telle ou telle méthode. C'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment dans l'onboarding un enjeu essentiel à transmettre cette culture du dialogue, en tout cas. Et puis après, avec ça, encore une fois, c'est de l'intelligence aussi relationnelle et émotionnelle qu'il faut qu'on travaille tous pour dire la personne qui arrive, elle arrive avec ce qu'elle est, avec peut-être des histoires où elle a perdu confiance ou peu importe. Et donc ça, c'est ce qu'on se disait depuis tout à l'heure, c'est de dire aller demander à la personne d'exprimer c'est quoi toi tes besoins pour faire confiance à une équipe ou à un objectif. Donc c'est un travail aussi individuel avec la personne qui est on board. Si je peux me permettre aussi de rebondir sur la question, je conseille un ouvrage qui s'appelle Comportement organisationnel de Robin Judge, qui est un ouvrage, je trouve intéressant, qui explique un peu comment fonctionnent les comportements au sein d'une entreprise. Et dans cet ouvrage, il y a 6 principes fondamentaux de la confiance, dont un qui dit que la réduction d'effectifs met la confiance à rude épreuve. Donc, de toute façon, à partir du moment où il y a du turnover dans l'entreprise continuel, ça peut arriver d'avoir une période de turnover, mais un turnover un peu continuel, automatiquement, ça va avoir un impact sur la confiance. Donc, il faut d'abord agir sur le turnover. Et si le turnover il a lieu, c'est pour des raisons qui peuvent être d'autres. Et c'est par exemple, dans ces situations-là, moi, que j'invite à mettre en place des audits dans l'entreprise, à essayer de trouver quelles sont les causes de ces départs. Est-ce que c'est lié à l'image d'entreprise? Est-ce que c'est lié à la charge de travail? Est-ce que c'est des questions d'environnement de travail, etc. Pour justement freiner ce turnover. Et c'est ensuite qu'il faudra travailler sur la confiance. Mais pendant qu'il y a du turnover, on parlait tout à l'heure de perte de confiance légitime. Quand il y a du turnover, c'est une perte de confiance légitime qui se met en place vis-à-vis des objectifs à atteindre, vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis de la sainteté, en tout cas de la boîte. Donc c'est compliqué quand même d'agir de jouer sur la confiance en même temps qu'on ait cet indicateur-là qui malheureusement n'est pas un bon indicateur pour ça. C'est comme si on avait un caillou dans la chaussure, quoi, en fait. Bien sûr. Ça rejoint un peu la question que pose Sarah, qui dit que certains managers sont encore davantage sur la performance. Comment leur parler à ces managers? Comment leur indiquer que le côté humain doit primer? Peut-être en leur demandant, est-ce que vous voulez encore plus de performance? Et allez regarder le côté humain. Non, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même vraiment une multitude d'études qui prouvent l'équation entre le climat de travail, la confiance, enfin tous les sujets qu'on évoque, et la productivité des équipes et les résultats, et par exemple la baisse des erreurs, des délais et l'amélioration de la qualité. Enfin, ça, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'études chiffrées sur ça. Mais simplement, en fait, de donner, je pense, des exemples toujours très précis et de scénarios catastrophes. Par exemple, dans un collectif de travail qui n'est pas au top de sa forme, de dire, OK, si à 3 mois, on ne fait rien, voilà ce qui risque de se passer. Par exemple, un taux d'absentéisme qui va s'élever. À 6 mois, si on ne fait rien, voilà ce qui va se passer. Des démissions qui vont se multiplier. À 1 an, voilà ce qui va se passer. Les répercussions sur les clients, etc. Moi, j'aime beaucoup, en fait, la théorie, en fait, de la symétrie des attentions, alors, qui est bien plus qu'une théorie, qui est pour moi une vraie réalité. C'est-à-dire que c'est prendre soin de ses collaborateurs autant qu'on prend soin de ses clients. Et je pense, de mon point de vue, que c'est le meilleur argument qu'on peut donner aussi à sa hiérarchie pour aller regarder le côté humain. C'est-à-dire que ça ne nous viendrait pas à l'idée de maltraiter nos clients. Enfin, si, ça peut quand même arriver, mais en général, on essaie quand même de ne pas le faire parce que c'est eux qui nous font vivre. Et en fait, un salarié heureux, c'est un client heureux. Et je pense que ce n'est pas plus compliqué que ça, en fait. On peut parler d'argent aussi. Souvent, quand les managers sont drivés par l'argent et par l'économique ou par la notion de performance, en fait, il faut leur donner ce qu'ils veulent. Ça veut dire leur montrer avec des chiffres qu'effectivement, une perte de confiance, des turnovers, de l'absentéisme, ça coûte cher
Parce qu'il y a des gens qu'on ne va pas convaincre sur le côté humaniste, malheureusement. Moi, je n'y crois plus personnellement pour tout le monde. Je pense qu'il y a des humanistes dans les managers qui sentent l'importance et qui veulent. Mais quand on veut vraiment sauver des équipes et que le manager est drivé par l'argent, il faut prouver que, effectivement, de toute façon, comme disait Candice, s'il y a de l'absentéisme, du turnover, de la démotivation, on sera moins performant, on va perdre de l'argent et on peut chiffrer ça. Et que c'est aussi pour la rentabilité de l'entreprise. Et quelque part, c'est une manière quand même d'amener le sujet et de faire avancer les choses, même si ce n'est pas la voie royale. Mais on va les prendre sur leurs propres attentes à eux et ça peut faire avancer les choses. Voilà. Et moi, j'ai envie de dire à Sarah d'arrêter d'attendre ça de son manager, mais plutôt de considérer que il y a beaucoup de managers qui auraient envie d'être plus humains et qui savent pas faire et qui reproduisent ce qu'ils voient au-dessus et qui mettent la pression sur la performance parce qu'on leur a dit que c'est ça qu'un manager devait faire. Donc il faut prendre ça en compte et puis ne pas hésiter à faire ses propositions. Quand on est un membre d'une équipe, on a aussi cette responsabilité-là. C'est-à-dire d'informer son manager, c'est ça? Oui, et puis de faire des propositions. Je veux dire, le côté humain, dans une équipe, il y a autant d'humains que de membres de l'équipe. Hein. C'est ce qu'on disait de tout à l'heure. De toute façon, ça va vraiment dans les deux sens et tout n'est pas réservé au manager. Exactement. Oui, c'est la question de la responsabilité dont on parlait tout à l'heure, effectivement. Enfin, et aujourd'hui, je crois que c'est vraiment le gros sujet, d'ailleurs, de ces derniers mois et de ces mois à venir aussi, sans doute. C'est que chacun, en fait, peut prendre ses responsabilités et même a le droit et voire est invité très fortement à le faire. Parce que, et c'est ce qu'on voit dans le mouvement, d'ailleurs, de la grande démission, c'est que les personnes prennent en main leur bien-être, leur vie, leur sens profond en fait qu'elles veulent chercher dans un travail ou dans un épanouissement personnel. Mais c'est exactement la même chose pour l'ensemble des sujets. En fait, il faut simplement oser aussi prendre la responsabilité de prendre l'initiative ou de faire telle et telle action et la responsabilité aussi de prendre soin du lien, du collectif de travail et donc de la confiance. Et c'était la question comment faire par rapport au turnover pour conserver un lien de confiance. C'est ceux qui sont encore en place de conserver aussi cette culture, on va dire, de la confiance. Et que ce n'est pas parce qu'il y a eu des départs que tout est obligé de s'écrouler. Mais parfois, c'est un indicateur d'autre chose, bien sûr, mais on est aussi responsable de la confiance qui est en place. Parfait. Merci. On a une question d'Hélène qui demande comment fait-on pour obtenir une vision de son manager quand il n'y arrive pas ou quand il attend que son collaborateur soit l'amorce. Peut-être qu'on peut l'inviter à aller consulter un coach ou à quelqu'un qui pourrait l'accompagner. C'est vrai, je pense qu'on a tous besoin à un moment en fait, d'aide et de supervision et que même en tant que manager, enfin surtout d'ailleurs en tant que manager, ce n'est pas du tout un aveu de faiblesse d'aller demander de l'aide. Au contraire, c'est une grande preuve de courage que de demander en fait un accompagnement et une aide pour se dire ok, là je suis dans une difficulté. Quand je ne sais pas, je demande en fait. Tout simplement. Très bien. Eh bien, écoutez, je crois qu'on va arriver à la fin de cet échange. Je vous remercie tous les quatre pour votre intervention. C'était riche en enseignements et c'était un agréable échange. Merci à vous tous aussi de nous avoir suivis. Pour rappel, le nouveau hors-série My Happy Job by Moodwork est sorti. Il est consacré à la confiance. Donc, la confiance du collectif, mais aussi la confiance en soi. On déborde, on va aborder le sujet de la confiance sous tous ses prismes et donc il est à retrouver sur le site de My Happy Job. Merci à tous les quatre. Et merci Céline. Merci à tous. Merci à tous, à toutes. Au revoir. Au revoir.